Messieurs, bonjour. C'est le dernier numéro de la semaine. Merci de votre fidélité. Eh bien, vous l'avez compris, on parlera de cette actualité. Les forces armées du Burkina Faso sont bien sûr allées en renfort du côté du Mali, prêter main forte justement à leurs voisins du Mali. Vous le savez, à la suite des attaques des terroristes le week-end dernier, il y a donc eu une riposte assez forte. Il n'y a pas encore effectivement exactement de détails, mais selon les dernières informations, on note une victoire côté forces armées maliennes, du moins côté AES. On commentera cette actualité bien sûr, comme on l'a dit, cette mise en garde effectivement des terroristes vis-à-vis du Burkina Faso, parce que le pays a décidé de renforcer, du moins de venir l'actualité au Burkina Faso. Voilà, on reste quand même dans l'AES, mais cette fois-ci pour parler effectivement, le pays n'exclut pas de quitter, si la réalisation peut effectivement vérifier la thématique. Le Burkina Faso n'exclut pas de quitter l'Union africaine et les Nations Unies. Pour le Premier ministre, selon les informations justement des médias locaux, pour le Premier ministre Apollinaire Joachim Kelliam de Tambela, cette option est envisageable si ces organisations ne revoient pas leur posture néocolonialiste. Eh bien, l'affirmation de la souveraineté du Burkina Faso, c'est à travers cette déclaration pour le régime au pouvoir à Ouagadougou, un retrait de l'Union africaine et même des Nations Unies n'est pas exclu si ces organisations continuent d'adopter des postures néocolonialistes. Il faut rappeler, selon justement les médias qui ont relayé l'information, cette menace de retrait est intervenue après des propos du commissaire de l'Union africaine au dernier sommet de la CEDEAO. Vous vous souvenez, du côté d'Abuja au Nigeria. L'émissaire avait qualifié le retrait des pays de l'Alliance des États du Sahel d'inacceptable, provoquant ainsi la colère de Bamako, Ouagadougou, mais aussi de Niamey, qui l'ont exprimé via un communiqué commun. Alors, Albert Anatole a ici le Burkina Faso, à travers effectivement cette sortie du premier ministre de Tambela, qui le dit, il n'est pas exclu, si vous continuez au sein de l'Union africaine, au sein des Nations Unies, à adopter toujours cette posture néocolonialiste, nous allons aussi claquer la porte à ces deux institutions. Madame Siké, c'est pas surprenant. Cette posture, n'est-ce pas, du Premier ministre burkinabé. Oui. Que ce soit les organisations sous-régionales ou continentales, en tout cas, celles qui existent, ne sont pas l'émanation de la volonté populaire. La CEDEAO, l'Union africaine, la CEMA et les autres ne sont pas l'émanation de la volonté populaire, mais il s'agit des relais des institutions mondialistes que nous connaissons, l'Union européenne, oui, entre autres, et qui travaillent justement contre les intérêts des peuples africains, contre les intérêts de nos États. Le reproche qui est fait au pays de la Confédération de l'AES d'avoir quitté la CEDEAO, c'est d'avoir constaté que effectivement cette organisation qui devait être l'organisation des peuples est devenue une sorte de syndicat de chefs d'État vassalisé ou bien labellisé. Et le point qui est fait à ces pays-là, c'est de le dire et surtout de le penser et de poser des actes qui vont dans le sens contraire. Oui. C'est dans ce cas, dans ce contexte, que certains responsables de l'Union africaine font le reproche, n'est-ce pas, au gouvernement burkinabé d'avoir effectivement claqué la porte à la fois de la CEDEAO et surtout de ne pas pouvoir considérer que l'Union africaine soit indépendante, soit impartiale et soit surtout capable de pouvoir résoudre les problèmes des États membres, oui, ou alors de ces peuples. Oui. Mais que ce soit plutôt une institution qui est vassalisée et dont
les dirigeants actuels sont payés par l'Union européenne. Voilà en réalité le tableau. Maintenant, quand on fait l'analyse de cette problématique, bien évidemment, tout le monde est d'accord là-dessus. Pour les observateurs objectifs que nous sommes, oui, nous constatons que l'Union africaine n'est pas une institution panafricaine, au sens pratique et objectif du terme. Au sens théorique, oui, c'est une institution panafricaine, mais elle n'est panafricaine que de nom. Si oui, c'était véritablement une institution panafricaine, telle que nous l'avons souhaité toujours, oui, elle ne laisserait pas certains conflits, n'est-ce pas, se perpétuer sur le territoire africain. Elle aurait justement la capacité de pouvoir anticiper, elle aurait la capacité de pouvoir fédérer les États et non permettre que certains États africains soient déstabilisés par des puissances étrangères. Je pense qu'aujourd'hui, le cas de la Libye nous parle, où l'Union africaine a été complice de la déstabilisation de la Libye par des puissances étrangères. Elle n'a jamais bougé son petit doigt. Le cas de l'AES également nous parle, c'est-à-dire vous avez des puissances étrangères, notamment la France, l'Allemagne, les États-Unis et l'OTAN, la Grande-Bretagne, qui décident de déstabiliser l'AES. Nous avons rarement entendu parler, nous avons rarement observé une condamnation n'est-ce pas, de ce côté, au travail, n'est-ce pas, de ces dirigeants, notamment le président, par exemple, de la Commission de l'Union africaine. Qui a là de dire tout et n'importe quoi. Nous pensons donc que dès lors, et nous sommes parfaitement d'accord avec la posture du Premier ministre burkinabé, oui, si cette institution n'est plus capable d'être une solution pour les Africains, pour les États membres, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? On quitte cette histoire-là et on change, n'est-ce pas, de communauté, ou bien on crée une autre communauté qui est capable de prendre en compte nos intérêts, de défendre nos intérêts, mais surtout d'assurer la souveraineté que nous souhaitons au sein de nos États. Malheureusement, de ce côté, on n'aime pas trop la vérité. Je ne suis pas de l'Union africaine. Oui. On n'aime pas trop la vérité. On aime entendre ce qu'on va entendre. Eh bien, finalement, à quoi ça nous sert l'Union africaine? L'Union africaine ne sert à rien, absolument à rien du tout. Pour les Africains, pour les États membres, l'Union africaine n'est pas capable de pouvoir mettre en place, par exemple, dans le domaine sécuritaire, la force en attente. Donc on a la force africaine en attente. Qui attend depuis des années quand même. Oui. C'est un projet qui avait été pensé en son temps. Il y a même eu des infrastructures. Dans le contexte camerounais, j'ai vu les infrastructures de cette affaire-là, oui, qui ont été construites ou aménagées, mais on n'a jamais vu le déploiement de cette force africaine en attente, qui a été bien évidemment dynamitée, déstabilisée par qui? Par les Américains, avec les alliés qui ne veulent pas que l'Afrique puisse être capable de pouvoir prendre des initiatives pour se défendre, pour être des initiatives capables, n'est-ce pas, de pouvoir défendre son territoire. Oui. Les initiatives qui portent, n'est-ce pas, l'Afrique, qui donne une autre image de l'Afrique, qui donne une autre image de l'Afrique. Donc, je pense que lorsque vous avez des projets comme ceux-là qui meurent de leur propre mort, vous avez des États qui sont déstabilisés, vous avez le temps qui se trouve sur le continent africain, oui, vous avez des forces étrangères qui se trouvent sur le territoire africain, vous avez des projets de déstabilisation, de recolonisation du continent africain, et vous avez même des individus qui insultent le continent africain, ainsi que leurs dirigeants, et que l'Union africaine ne bouge pas son petit doigt. Je vais parler de ces dirigeants. Oui. Mais vous vous dites, mais finalement, à quoi ça sert ce machin? À quoi ça sert? Elle sert l'institution qui s'appelle l'Union africaine. Je pense que je suis parfaitement d'accord avec le Premier ministre burkinabé. Oui. Maintenant, lorsqu'il va plus loin, en ce qui concerne l'ONU, bien évidemment, c'est, comme on dit chez nous, même pipe, même tabac. Ça dit, l'ONU, dans le contexte
pas seulement africain, international, à quoi c'est l'ONU. Tout le monde est d'accord qu'il faut soit dissoudre, soit réformer l'ONU. Soit réformer, bien sûr. Soit réformer l'ONU. Mais je pense que moi, je milite pour sa dissolution d'abord. C'est-à-dire, on stabilise le curseur au niveau où est situé pour que, franchement, on puisse repenser l'ONU. Parce que dans sa structuration actuelle, l'ONU n'est plus crédible, l'ONU n'est plus adaptée aux réalités actuelles. Oui. Je parle des réalités géopolitiques actuelles et au contexte international. Oui. L'ONU n'est plus cette organisation qui devrait militer pour la paix, qui devait pouvoir permettre aux États de ne plus se créer des conflits. Malheureusement, très souvent, l'ONU a été au corps des conflits. Nous avons, et je crois que si il faut se mettre à citer ici des exemples, on ne va pas en finir. Donc, dans le contexte ukrainien, nous voyons la posture de l'ONU. Dans le contexte de Gaza, nous connaissons la posture de l'ONU. Dans le contexte même de la RDC, qui est un État voisin, n'est-ce pas, du Cameroun, nous voyons comment se comporte l'ONU. Nous avons vu le comportement, n'est-ce pas, l'attitude de l'ONU du côté du Sahel. Donc, il faut absolument réformer ces choses-là. Et en plus, ce ne sont pas des institutions, de mon point de vue, qui sont capables de défendre les intérêts des États africains. L'ONU ne le fait pas. Bien au contraire, l'ONU est vassalisée par les États-Unis. Ça peut se comprendre. Parce que ce sont les États-Unis qui paient la grosse facture. Donc, ce qui fait que désormais, cette institution qui est mondialiste n'est plus crédible. Et puis, je sors par là, ce qui est quand même paradoxal, la charte de l'ONU a vocation à être équilibrée et à militer pour le respect du droit international humanitaire, de militer et de faire respecter le droit international. Mais vous êtes quand même surpris qu'au sein même de cette institution internationale, vous avez les pratiques racistes. Ça, c'est important que vous sachiez, vous avez des pratiques racistes à l'intérieur même de l'ONU. Je parle du racisme anti-noir. Oui. Vous avez des problèmes de mœurs au sein de cette institution qui a vocation, qui devrait être la vitrine justement de la vertu. Vous avez, n'est-ce pas, des pratiques arbitraires et discriminatoires pour une institution qui a vocation à militer pour l'équité et l'égalité. Faisons donc les contradictions, de mon point de vue, qui milite pour soit sa réforme, soit pour la dissolution de l'ONU. Soit la réforme, soit la dissolution de l'Organisation des Nations Unies. Quel est votre avis, chers téléspectateurs? Vous pouvez appeler également pour donner votre point de vue sur cette décision, du moins cette sortie du Premier ministre du Burkina Faso. Il le dit, le pays pourrait bien sûr claquer la porte à l'Union africaine ou encore à l'ONU. On rappelle, il a déclaré, je vais le citer, « Nous observons l'Union africaine, si elle se comporte comme la CEDEAO, nous la quitterons et même l'ONU n'est pas exclue. » Alors, peut-être pour sortir de ce sujet, on rappelle effectivement que la déclaration du Premier ministre du Burkina Faso intervient après le dernier sommet de la CEDEAO du côté d'Abuja, où l'émissaire avait qualifié le retrait justement des pays de l'AES d'inacceptable. On comprend, Albert Anatola, ici, que jusqu'à présent, même si on a vu un certain rapport, du moins d'autres parlent de main tendue, après à chacun de commenter, lorsqu'on sait que M. Ouattara, une fois de plus, a renouvelé son souhait, du moins il a déclaré que voilà, il attendait son homologue malien, Assimi Goïta, une sorte d'invitation, bien sûr, au Mali, en Côte d'Ivoire, qui est considéré comme voilà, un bras tendu de la Côte d'Ivoire vis-à-vis du Mali. Mais lorsqu'on écoute l'émissaire, effectivement, de la CEDEAO qui parle, qui dit que c'est inacceptable cette sortie des États de l'AES de la CEDEAO, on comprend qu'au sein de la CEDEAO, l'on espère encore un retour effectivement de ces États dans l'organisation. Attends, qu'est-ce qui est inacceptable? Ce qui est inacceptable, c'est l'attitude de la CEDEAO qui n'est plus
cette communauté économique au service des peuples, qui est devenue une organisation vassalisée par Paris, l'Union européenne, qui est inféodée par des ingérences de toutes sortes, notamment les ingérences étrangères. Oui. Donc c'est ça qui est inacceptable de notre point de vue. Par contre, ce qui est acceptable, c'est que lorsque un pays, un peuple, tout de l'intérêt à rester au sein d'une communauté, éclate la porte. Ça, c'est acceptable. Et il nous semble que, puisque nous parlons de la CEDEAO, allons donc en Côte d'Ivoire. Il y a eu plusieurs crises qu'a connu ce pays du fait des ingérences extérieures. Je crois que la crise post-électorale 2011 dont nous parle. Oui, tout à fait. Mais avant la crise post-électorale, on a connu avec l'ONUCI, à l'époque je crois que c'était l'opération Licor, qui a tué, qui était dirigée par les militaires, l'armée française, je veux dire l'armée française, je crois que c'était en 2002. Où vous avez l'aviation française qui a détruit les aéronefs de l'armée de l'air ivoirienne. Vous avez l'armée française qui a tiré sur une population civile qui n'était pas une menace. Nous sommes là en 2002, je crois. Donc, quand nous parlons de la Côte d'Ivoire et que nous parlons également de la CEDEAO, qu'est-ce que la CEDEAO a fait de ce côté-là? Nous avons connu également le cas, n'est-ce pas, de la Gambie. C'est un exemple. Oui, tout à fait. Où vous avez des ingérences extérieures qui ont déstabilisé ces États-là. Nous parlons le cas, par exemple, du Ghana. Nous parlons également du cas du Togo. Bon, bref, les exemples ne manquent pas. Cette CEDEAO-là, elle doit être dissoute, au même titre que le G5 Sahel. Elle doit être dissoute parce qu'elle n'est plus capable, n'est-ce pas, de pouvoir respecter, je veux dire, remplir les missions pour lesquelles elle a été créée. C'est pas fondateur. Je crois que le général Goron l'a dit. Ouais. Il a dit clairement que vraiment la CEDEAO actuelle n'est pas celle qu'ils ont pensé, qui avait vocation à défendre les intérêts de la communauté. Nous pensons donc également que ce qui est inacceptable, c'est que la Côte d'Ivoire, je veux dire, je parle des dirigeants de la Côte d'Ivoire, agissant comme le commandant en chef d'une coalition qui nourrit les ambitions, le projet d'intervention militaire au Niger, parce que c'est Macron qui le veut et qui le décide. Il s'agit d'une querelle interne. Je pense que lorsque M. Ouattara décide de pouvoir inviter le président malien, je parle de la transition malienne, en Côte d'Ivoire, je me dis qu'il doit avoir un problème avec son cerveau. C'est-à-dire, il oublie qu'il y a des précédents entre le régime actuel d'Abidjan et les dirigeants du Mali. D'abord, l'affaire des 49 soldats ivoiriens qui étaient des mercenaires, se dit en passant. La fermeture des frontières avec la Côte d'Ivoire, avec suspension de fourniture d'énergie électrique. C'est toujours la Côte d'Ivoire. Et c'est la même Côte d'Ivoire qui invite, d'accord, je voudrais bien comprendre que dans les relations internationales, il faut toujours laisser ouverts les canaux de dialogue, bien les discussions. Oui. Même je pense que c'est un peu prématuré. Peut-être pour réchauffer les relations. Qui les a refroidis? Oui, mais justement. Mais justement, c'est celui qui les a refroidis qui devait d'abord faire une sorte d'introspection avant de pouvoir, en toute humilité bien sûr, avant de pouvoir penser, imaginer qu'il faut inviter en Côte d'Ivoire celui qui l'a combattu, celui, n'est-ce pas, qu'il a contribué à vouloir déstabiliser, donc il a contribué à vouloir déstabiliser le pays. Je pense qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, c'est pas intéressant. La plupart des... Lorsque le Mali, les autorités maliennes introduisent cette requête au Conseil de sécurité portant sur la violation de l'espace aérien du Mali, la Côte d'Ivoire servait de base arrière à l'aviation française, d'où les avions espions décollaient pour survoler l'espace, le ciel malien. Donc nous pensons que du côté de la Côte d'Ivoire, j'ai le sentiment qu'on n'arrive pas bien on n'a pas une bonne lecture de la situation géopolitique actuelle du côté du Sahel.
n'a pas effectivement une bonne lecture, tout comme on pense que on peut être dans la même trajectoire géopolitique avec le Mali. La Côte d'Ivoire, au travers de ses dirigeants, a choisi une trajectoire géopolitique qui n'est pas la même. La Côte d'Ivoire, c'est la France-Afrique, par exemple. Oui. Et je crois que celui qui est là comme président de la République assume ce choix, assume cette posture d'être un vassal de la France-Afrique, d'être, j'ai envie de dire, un larbin de Macron. Mais du côté de l'AS, du côté du Mali, c'est pas la même chose. Du côté du Mali, il y a une dynamique d'émancipation, de liberté, de s'affranchir de l'impérialisme et surtout du paternalisme de Paris. C'est ça. Ça fait donc deux trajectoires différentes, deux visions opposées, deux idéologies diamétralement opposées. Je crois que c'est peut-être de son droit de pouvoir laisser ouverts les canaux de discussion. Comme je l'ai tout à l'heure indiqué, une fois de plus, c'est encore très prématuré. Encore très prématuré, eh bien, on referme cette page consacrée à notre sujet d'accueil, même si on va toujours rester pour parler de l'AES, donc avec le Burkina Faso encore, cette fois-ci pour parler de l'aspect sécuritaire ou tout simplement militaire. Prenons la petite transition, effectivement, qui va nous permettre de revenir sur le plateau. Eh bien voilà, comme on l'a annoncé à l'entame de cette émission, le Burkina Faso qui est donc venu en renfort au Fama. Bien sûr, les terroristes crient à l'ingérence. Si nos techniciens peuvent revoir pour permettre aux téléspectateurs de mieux comprendre la thématique au niveau de l'écriture, s'il vous plaît. Alors, le Burkina a décidé de venir en renfort au Fama. Eh bien, on l'a dit à l'entame, les terroristes crient bien sûr à l'ingérence. Tout à l'heure, on le rappelle, vous aurez effectivement la possibilité de participer aussi à cette émission. Comme on a l'habitude de le dire, vous faites partie du panel. Les numéros de téléphone seront affichés. Vous appelez, contribuez, posez vos questions, analysez la thématique avec nous. Monsieur Aïssi, le Burkina Faso, avant peut-être de s'intéresser à la sortie des terroristes, justement, parlons déjà de cet appui, je pense bien précisément aérien, du Burkina, bien sûr au Mali, après les événements du week-end dernier. On voit là vraiment réellement la concrétisation des décisions qui ont été prises au sein, du moins autour de la charte du Likpato Goma qui a créé, on le rappelle, l'Alliance des États du Sahel. Si le Mali est attaqué, c'est le Burkina qui est attaqué, c'est le Niger qui est attaqué. Le Burkina n'a pas attendu longtemps et bien sûr est venu en renfort. Déjà, il faut indiquer que je ne veux pas commenter les propos des terroristes parce qu'on ne donne pas la parole aux terroristes. Et puis, ce n'est pas une menace asymétrique, c'est une menace transnationale. Oui. Ça ne peut pas être un problème interne. Oui. Au Mali, contrairement à ce qui est à la propagande qui est relayée par beaucoup de médias, notamment étrangers. Il s'agit d'une réponse appropriée justement aux événements que vous avez convoqués et qui sont déroulés le week-end dernier. Oui. Je pense qu'il s'agit là d'une très bonne réponse, d'une très belle illustration de ce que la confédération de l'AES, ce n'est pas le bavardage, c'est les faits. Une fois de plus, je crois que ça nous conforte dans notre perception. Ça dit que le Mali est attaqué, eh bien, le Niger et le Burkina Faso doivent être considérés comme étant qui sont également attaqués. Dans le projet, par exemple, que j'ai évoqué tout à l'heure, le projet d'intervention militaire du côté du Niger, je crois que le Burkina Faso a eu également la même posture. Et je crois que c'est le président de la transition burkinabé qui avait indiqué clairement que si cette intervention est mise en œuvre, le Burkina Faso va considérer qu'il a attaqué et qu'il est en guerre. Je crois que c'est après cette déclaration qu'il y a eu
on a commencé à réfléchir autrement dans les différents états-majors n'est-ce pas, des armées qui avaient ce projet, n'est-ce pas, d'aller du côté, n'est-ce pas, du Niger, se balader. Je pense qu'une fois de plus, oui. Ce qui s'est passé depuis quelques jours du côté, je parle de la réponse à la Bergère, oui. c'est exactement ce qui devrait se passer avec l'Union africaine. C'est-à-dire que lorsqu'un État est attaqué, est agressé, la réponse devrait être ferme et appropriée. Donc, je pense que c'est cette affaire-là que nous souhaitons. C'est-à-dire la solidarité dans le malheur comme dans le bonheur, dans la difficulté ou que dans la joie. Pas seulement du point de vue militaire, encore que cette intervention repose sur des éléments légaux. Vous avez tout à l'heure convoqué la charte de l'Idiako-Gourma qui consacre un accord de défense collective. Tout à fait. Donc il s'agit donc, de notre point de vue, d'illustration de ce qui devrait normalement se passer et sont de nos États, que d'aller sous-traiter notre sécurité pour lutter contre le terrorisme avec ce que cela comporte comme ingérence, oui. comme projet d'établissement, comme exaction. Nous l'avons vu. Au Mali, il y a eu des exactions. Parce qu'on a voulu sous-traiter la sécurité au Mali n'est-ce pas, par une armée étrangère. Nous avons vu la même situation du côté de la République centrafricaine, où vous avez des armées étrangères qui sont allées commettre des actions de viol contre les enfants. Bien évidemment, ces militaires qui ont l'immunité, on ne sait pas trop pourquoi, oui. Lorsqu'ils ont été traduits par devant les tribunaux français, nous connaissons la suite. Ça a été classé, il y a eu un non-lieu. Ça a été classé alors que vous avez des enfants qui ont été violés par les militaires. Nous pensons donc que nous ne pouvons pas dire une chose et faire le contraire. C'est-à-dire demander la liberté, parler de ces questions de souveraineté, demander l'indépendance et continuer à sous-traiter notre sécurité. Non. Nous devons pouvoir, de notre point de vue, donner à nos armées les moyens de faire leur job. Je crois que c'est ce qui s'est passé du côté de Burkina Faso. C'est ce qui s'est passé du côté de Burkina Faso et qui recoupe, c'est-à-dire qui enrôle en ce moment, qui a lancé en ce moment une campagne d'enrôlement de près de 10 000 citoyens burkinabés, justement pour assurer n'est-ce pas, la sécurité de son territoire, pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Maintenant, oui. En ce qui faut revenir aux déclarations des terroristes, oui. Comme je dis que je ne vais pas trop commenter, oui. Une menace asymétrique n'est pas un problème interne, un État. Lorsque Boko Haram vient agresser les populations de l'extrême nord du Cameroun, oui. Partant du Nigeria voisin, ça ne peut pas être un problème interne. C'est un problème, c'est une menace transnationale. Je crois que dans le contexte justement de Boko Haram que je viens de convoquer, le Cameroun et le Nigeria avaient signé un accord de droit de poursuite qui permettait aux deux États de poursuivre, de mener des opérations à l'intérieur des territoires, n'est-ce pas, des différents territoires. Un groupe n'est-ce pas, de terroristes qui fuit le Nigeria pour le Cameroun ne peut pas servir, ne peut pas utiliser le Cameroun comme une base arrière. Donc nous pensons que ce n'est pas un problème interne. La lutte contre le terrorisme, ce n'est pas un problème interne, c'est une menace transnationale. C'est le temps que ces terroristes sont montés en puissance avec des appuis extérieurs, c'est-à-dire l'OTAN, dans le contexte du Sahel. Ça ne peut donc plus être uniquement un problème interne. Mais l'autre petite parenthèse avant de recevoir, de passer la parole à notre deuxième invité qui nous a rejoint. Effectivement, on a dit on ne commente pas la sortie des terroristes, mais il y a justement ces terroristes qui crient à l'ingérence. On se pose quand même des questions. On sait qu'ils ont été aidés par un pays, l'Ukraine d'ailleurs, effectivement. Est-ce que de ce point de vue-là, on ne pourrait pas parler d'ailleurs d'ingérence de leur côté? Non, c'est pas. Je vous dis que je ne voudrais pas reprendre à mon compte le narratif, la propagande des terroristes. Ils sont partis de la frontière d'un pays frontalier au Mali. Tout à fait. Ils sont partis de cette théorie, n'est-ce pas, d'un territoire frontalier au Mali.
c'est-à-dire l'Algérie. Ça veut dire qu'il y a des complicités, n'est-ce pas, au sein, n'est-ce pas, de ces groupes armés, de ces terroristes. Dès lors, ça devient un problème, pas seulement interne, ça devient un problème transnational. De mon point de vue, ça devient créer une sorte de bruit diplomatique entre Bamako et Alger, qui, il n'y a pas très longtemps, avait décidé de construire un mur de séparation financé par l'Union européenne entre son voisin malien. Dès lors, surtout l'Algérie qui est très frileuse en matière de sécurité, ne peut pas ne pas savoir que ces terroristes nourrissent des projets n'est-ce pas, d'attaque du côté du Mali voisin. Je voudrais quand même vous faire savoir, vous remarquez que le nord de l'Algérie est un corridor qui permet les transactions commerciales entre l'Algérie et le Mali. Alors comment dans ce corridor peut être menacé et que l'Algérie ne soit pas informée, que les autorités algériennes ne soient pas au courant? C'est quand même une curiosité. Deuxième chose, on parle du renseignement ukrainien, tout qu'on parle des mercenaires de l'OTAN qui ont rejoint justement les groupes terroristes pour faire foule et davantage déstabiliser la zone, c'est-à-dire une sorte de guerre par proxy contre la Russie en territoire africain. Oui. Dès lors, nous pensons que il faut utiliser n'est-ce pas, la voie de la fermeté. Je voudrais, pour terminer, vous rappeler que le président burkinabé avait clairement indiqué que les forces, n'est-ce pas, les forces maliennes doivent justement se préparer à une guerre de haute intensité. Oui. Nous en sommes là. Nous sommes là, en pleine guerre de haute intensité qui se prépare. Dès lors que vous avez des groupes terroristes qui utilisent les vecteurs aériens, on ne sait pas tout qui leur fournit les vecteurs aériens, qui utilisent les armes lourdes, c'est-à-dire des armes stratégiques. Oui. 2 jours après, vous avez des mercenaires, c'est-à-dire soudanais, qui sont arrêtés au Mali, transportant du matériel de guerre qui venait de la Libye. Et du côté de la Libye, vous avez les mercenaires de l'Ukraine et de l'OTAN qui se trouvent. C'est donc pas une affaire interne, c'est une menace transnationale. Une menace nationale qui n'est pas seulement interne. On va bientôt aller au standard. Les numéros de téléphone seront affichés. Le temps, peut-être avant de caler les téléspectateurs. Marty Dana, que vous nous avez rejoint sur ce plateau directement. Déjà, bonjour. Et on va directement vous poser également aussi cette question en ce qui concerne le renfort, du moins l'aide, le soutien apporté par l'armée du Burkina Faso au Mali pour combattre effectivement les terroristes dans le nord du pays. Bonjour Manuela, bonjour à tous les Africains épris de paix et d'harmonie, et d'ailleurs à tous les citoyens du monde qui ne rêvent que de vivre en paix par-delà les politiques d'inimitié, de domination et d'exploitation de l'oligarchie mondiale dominante. Tout de go, il me semble que je dois revenir un tout petit peu sur ce l'on s'était dit lors de mon dernier passage ici. J'avais indiqué qu'il semblait s'être formé une sorte de complexe conflictuel régional autour des États du Sahel. Le projet étant naturellement de les déstabiliser durablement et donc de neutraliser leur potentiel de développement. Cet état de fait appelle à une réponse concertée, avais-je dit, à une réponse concertée et globale. Concertée dans le sens du partage de renseignements, dans le sens de l'interopérabilité, concertée dans le sens de la mise en commun des efforts de l'ensemble des États de la sous-région, par-delà les divergences. Parce qu'on doit toujours revenir sur le fait que les États ne se mettent pas ensemble. Les États sont des acteurs rationnels. Et parce qu'ils sont des acteurs rationnels, ils agissent au gré de leurs intérêts. C'est le principe des relations internationales. Fut-il voisin, fut-il confronté à une menace commune, il arrive à un moment donné qu'on rentre dans les contraintes de l'action collective. C'est-à-dire que comment, en quelque sorte, agir ensemble face à une menace commune, tout en essayant de concilier autant que faire se peut des intérêts divergents et parfois contradictoires. C'est ce qui se passe clairement sur le cas de l'Algérie qu'on évoquait tout à l'heure, et même avec le Maroc, où on se rend bien compte qu'il y a un problème commun qui est le terrorisme, n'est-ce pas? Il y a des acteurs qui ont des intérêts
divergents, mais à qui s'impose la nécessité de mener une action collective face à un ennemi identifié comme commun. Oui. Comment à ce moment-là résoudre cette question-là? C'est quelque part une invitation à un effort de réflexion, à un effort de rigueur méthodique. La réponse concertée alors, mais réponse globale aussi. Globale dans le sens où au-delà du tout sécuritaire, au-delà de l'approche militaro-stratégique, il fallait adjoindre à cela une réponse qui soit d'ordre économique, oui, d'ordre politique, d'ordre culturel. Finalement, pour pouvoir repartager, redistribuer équitablement les richesses nationales, le fruit du gâteau national, et pouvoir mener des politiques d'inclusion. Une fois que je l'ai dit en entame, il me reste à dire ceci. L'Occident collectif n'a pas perdu sa capacité de nuisance. L'Occident collectif réorganise son dispositif actuellement. On voit bien, parce que j'avais clairement indiqué qu'on est dans le cadre d'un conflit global, un conflit géopolitique global. Le système dominant n'entend rien céder en dépit des velléités, n'est-ce pas, d'émancipation de certains États africains. Il riposte. Et la riposte, elle est tous azimuts. Elle est géostratégique, géopolitique, comme vous voulez. Elle est informationnelle, elle est diplomatique, elle est même culturelle. Vous avez vu, c'est une parenthèse, je referme vite la parenthèse, à peine l'avoir ouverte. Ce qui s'est passé lors de l'ouverture des Jeux Olympiques, le fameux choc des civilisations, n'est-ce pas, où on va imposer un modèle, une façon de voir le monde. Je referme la parenthèse à ce niveau. Je veux dire que la riposte occidentale, elle est tous azimuts. Il faut que l'on intègre. Considérez simplement que aujourd'hui, l'Occident, la France, l'Occident globalement, mais la France ayant été chassée du Sahel, se repositionne stratégiquement avec le projet d'installation d'une base militaire en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pour neutraliser l'Afrique de l'Ouest. Avec le projet actuellement, je veux dire quoi, d'installation au niveau du Sahara occidental, qui curieusement semble être une sorte de nœud logistique important à partir duquel d'ailleurs auraient été financés les terroristes qui ont frappé au Mali dernièrement. C'est une zone grise en tout cas. Et donc la France qui soudainement semble avoir pris fait et cause pour le Maroc, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça s'entichait avec l'Algérie. Vous comprenez que les enjeux ont changé parce que la France soupçonne l'Algérie d'être trop proche de Moscou, voyez-vous. Et donc à partir de ce moment-là, parce qu'on veut garder la main quelque part, garder cette capacité de nuisance que j'indiquais tout à l'heure sur l'ensemble des États du Sahel, il faut donc que le Sahel fasse partie. Vous êtes également au courant du projet d'Africom, par exemple, installé au Maroc. Donc à partir de ce moment-là, il faut pouvoir avoir un allié dans la sous-région, n'est-ce pas, et garder la main sur la zone du Sahel pour pouvoir déstabiliser durablement les États du Sahel. Donc voilà ce que je peux dire d'entrée de jeu sur cette question-là. J'imagine qu'on aura éventuellement l'opportunité d'y revenir. Effectivement. Ce n'est pas, et ce que j'indiquais tout à l'heure en termes de repositionnement, de réorganisation du dispositif, à la fois de surveillance, d'observation, de surveillance et même d'opération, voyez-vous, parce qu'il faut pouvoir avoir des informations, capter ces informations-là. Une fois qu'on les a, on les redistribue au proxy, comme l'indiquait Léné tout à l'heure, et éventuellement, lorsque les sociétés se sont rendues à un niveau peut-être plus important, on a la capacité d'agir. Il en va de même les deux régions du Sahel, d'Afrique de l'Ouest étant verrouillées, il en va de même de l'Afrique centrale, de l'Afrique de l'Est. Vous voyez par exemple ce qui se passe en RDC avec un Rwanda qui joue un peu le rôle d'Israël vis-à-vis des États-Unis dans la déstabilisation durable de la RDC au nom d'intérêts, une fois de plus, assez macabre quand même. C'est-à-dire que si ce ne sont les multinationales, c'est éventuellement les États, pas éventuellement, ce sont les États occidentaux qui pilotent directement l'affaire. Donc dans tous les cas, on remarque une réorganisation, un maillage stratégique opéré par l'Occident via l'OTAN, notamment, mais aussi via ses alliés séculaires, si vous voulez, ses suppôts que sont les Européens. Donc ils n'entendent rien lâcher, il nous appartient. Quand je dis il nous appartient, c'est aux différentes zones concernées, que ce soit le Sahel, que ce soit l'Afrique de l'Ouest, que ce soit l'Afrique de l'Est, que ce soit l'Afrique centrale, n'est-ce pas, de prendre en compte cette donne-là. On a affaire à un ennemi structuré, organisé, qui est constant dans son effort de réflexion, de rigueur. À nous de faire de même si on va avoir une chance et de bien identifier quels sont nos intérêts à chaque fois et quels sont les partenaires que nous choisissons si on va avoir une chance d'adresser finalement les questions de sécurité et de manière ultime les questions de développement. Voilà. Merci beaucoup, Marty Danak. On va bientôt aller au standard. On vous permet quand même, monsieur Haïssi, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter un petit truc corriger un petit truc sur ce qu'il a dit. Parce que dans le contexte actuel d'une guerre asymétrique, c'est développer ce que j'appellerais une économie
Oui. guerre asymétrique. Et vous n'allez pas demander aux individus qui vivent de l'économie d'une guerre De cette asymétrique guerre, oui. de changer leur business parce que vous portez des projets économiques. Je suis parfaitement d'accord que la réponse devrait être économique et politique, Oui. mais pas seulement militaire. Nous sommes parfaitement d'accord. Mais lorsque vous avez des gens qui sont financés de l'extérieur, bon, ça pose quand même problème. Là, il faut quand même essayer d'être... Il faut de nuancer. Et il y a des gens, surtout les plus jeunes, à qui on miroite des millions de dollars, qui se retrouvent très souvent avec moins de 700 000 francs. C'est pas. Ceux-là, on peut forcément les sensibiliser par ce que nous faisons sur ce plateau. C'est-à-dire qu'on crée des projets d'intérêt économique. Et puis, un peu comme ça s'est passé au Cameroun, c'est-à-dire on crée des centres de réinsertion de ces jeunes-là, oui. pour qu'ils ne soient plus désormais, justement, n'est-ce pas, à la cible, ou bien la cible, n'est-ce pas, des recruteurs, n'est-ce pas, des guerres asymétriques. Oui. Donc, bref, dès lors que vous avez des gérances extérieures que j'ai indiquées tout à l'heure, il y a un changement de paradigme qui s'impose, notamment au niveau des gouvernants. Parce que ça se passe à ce niveau. Lorsque vous avez par exemple quelqu'un qui, par exemple en Côte d'Ivoire, qui accepte la construction d'une base militaire, c'est opérationnel. La construction d'une académie militaire, c'est un danger. Vous avez des individus qui, au lieu d'investir dans la formation de leurs propres armées, préfèrent sous-traiter leur propre sécurité aux forces étrangères. Il y a un gros problème. Donc, il faut donc un changement de paradigme, notamment du point de vue politique, au sein de l'élite dirigeante, qui est très souvent très clivée, larbinisée, vassalisée. Ça pourrait peut-être être une solution. Mais l'éducation aussi passe par là. L'éducation, ça passe, la sensibilisation, ça passe, parce que lorsque vous dites à un jeune que le fait de prendre 700 000 francs, c'est bien, mais si vous prenez les 700 000 francs, allez plutôt détruire son pays que détruire votre pays et de tuer votre propre frère. Ça marcherait peut-être. Mais je trouve inacceptable quand même qu'on propose 700 000 francs à un Camerounais, un jeune Camerounais, parce qu'il est oisif, n'a pas un emploi, pour aller tuer ses propres frères, ses propres soeurs, sa propre population, détruire son pays. Il y a un problème. Je ne suis pas sûr qu'ils accepteraient cela. Ils aiment bien travailler avec les traîtres. Hein, franchement. Ils aiment bien travailler avec les traîtres. Ça a toujours fonctionné comme ça, mais ils n'ont aucun respect pour les traîtres. Ah ouais. Merci à vous, Albert Anatole. Ici, on va donc ouvrir le standard et accueillir aussi nos autres invités qui sont nos téléspectateurs. Alors, vous participez également à ce débat. On rappelle pour ceux qui nous suivent, à travers la 96.3 FM For You Radio, vous pouvez aussi nous appeler via le numéro suivant, le plus 237 693 58 96 68, ou alors vous nous appelez par Skype For You TV. Eh bien, on va prendre le premier téléspectateur, notre fidèle, d'ailleurs il fait partie des fidèles téléspectateurs de For You Media Africa, Monsieur Kofi. Il est en Côte d'Ivoire. Bonjour monsieur. Bonjour madame, bonjour Manuela Aske, bonjour monsieur Albert Haïssi, bonjour à mon frère qui est à côté. C'est monsieur Kofi depuis la Côte d'Ivoire. Je vous laisse saluer le plateau et dire bonjour aux techniciens. Manuela Aske. Homme vient à renfort. Mais c'est encore petit. Il faudrait que ça soit la population de l'Afrique de l'Ouest qui vient à renfort pour aider le Mali. Manuela Aske. Il va falloir que le Mali construise un camp militaire aux frontières de la Côte d'Ivoire. Il va falloir que le Burkina construise un camp militaire aux frontières avec la Côte d'Ivoire. C'est comme ça que la Côte d'Ivoire va avoir peur d'organiser, de former les terroristes pour aller au Mali, pour aller au Burkina. Sinon, si ça ne va pas comme ça, Abidjan, toujours avec la France et l'Occident, vont former les terroristes pour aller au Mali, pour aller au Burkina.
Manuela Chiké, quand j'ai dit ça, il faudrait que le Burkina et le Mali fassent appel au Corée du Nord. La Russie fait peur, hein, mais la Corée du Nord fait plus peur aux Occidentaux que tout le monde. Quand Joe Biden a essayé avec le petit, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il dit, tu me bombardes à 8 heures, je te bombarde à 9. Est-ce que les Américains, ils se sont battus? Il faut faire appel aux Coréens, aux Nord-Coréens. Quand il va avoir une au Burkina, au Mali, l'Occident va rentrer son coquille. L'Occident va replier. L'Occident va replier. Et puis, je voulais dire une chose, monsieur Anatole. Tant que les Africains n'arrêtent pas la coopération, c'est qu'on appelle ambassade, on serait toujours attaqué. Que les Africains n'arrêtent pas la coopération, c'est qu'on appelle construction d'ambassade dans nos pays africains, il y aura toujours des terroristes. Parce que c'est dans ces bâtiments appelés ambassades-là que l'argent, on collecte l'argent pour financer les djihadistes, la rébellion et les coups d'État. Il va falloir que les Africains repensent la politique à niveau, la politique diplomatique à niveau. Il faut détruire toutes les ambassades. Moi, c'est ma solution. Si nous voulons vivre en paix, c'est vrai la coopération. Si tu es un homme de pays, tu peux venir faire tes affaires en Afrique. Mais ce qu'on appelle coopération entre ambassades et ambassades, c'est n'a qu'à se limiter au ministère des Affaires étrangères et chercher toutes les ambassades d'Afrique. C'est tout. Moi, je valide ma proposition de paix. Voici ma proposition de paix. Parce que ça, là, tant que ces ambassades-là ne sont pas fermées, Manuela Chiké, il n'y aura plus jamais la paix en Afrique. Et je voudrais dire au bout. Je voudrais dire au Mali, tous, que le Burkina et le Mali, là, ils viennent de la Côte d'Ivoire, qui est mon pays. Ils attendent quoi? J'appelle pas la guerre, mais ils attendent quoi? Qu'est-ce qu'ils attendent pour préparer aussi des forces qui ont été rapatriées au niveau de l'armée ivoirienne? Il y a eu des gens qui ont été radiés de l'armée ivoirienne et les réinsérés de l'armée malienne, réinsérés dans l'armée burkinabé. Je ne voulais pas parler trop, mais ma solution de paix est de chercher tous les ambassades au niveau de l'Afrique, c'est tout. Sinon, l'Afrique ne va pas avoir la paix. Et du Burkina, le Mali, de faire appel aux forces et la paix va rentrer. Les Occidentaux vont rentrer dans les coquilles. Manuela Chiké, c'est depuis la Côte d'Ivoire, M. Kofi, c'est ma proposition. C'est là. Donc, oui. Je salue le plateau et les techniciens. Bonne journée. Merci. Encore une fois de plus, d'ailleurs, comme tous les matins, merci d'être passé par ici, d'avoir appelé. Très bonne journée à vous. On va en Allemagne et on accueille Zerfel. Bonjour monsieur, on vous écoute. Ok, bonjour madame Latifa Manuela. Et je salue vos invités qui sont sur le plateau avec vous. Et puis je salue tous mes amis qui sont au standard et à la partie technique. Oublié aussi ta collègue Madone. Moi, ce que le Burkina est en train de faire présentement, c'est ça qu'on dit union. Parce que quand on parle de l'Union africaine toujours, moi je ne vois pas ça. Parce que l'Union africaine, même quand tu as un problème, c'est un mec qui vient te bombarder. Mais aujourd'hui, on dit, chez la confédération, les confédérations qu'ils ont commencé hier, là. Regardez l'action des choses de ces pays-là. C'est ça qu'on appelle. C'est la même chose. Même si ce qu'ils appellent l'OTAN, là, c'est ça. 1, 2, 3, c'est tous ces gars qui sont dedans, là. Quand on dit, il y a un petit problème quelque part, là, ils vont t'envahir. C'est ça. Et il y a le respect. Alors, quand les mercenaires se plaignent pour dire que pourquoi les autres ils rentrent dans la danse. Mais attends, dans quelle danse ils parlent? Ils n'ont pas compris ce qu'ils ont dit ou quoi? Parce que tu viens sur un territoire qui ne t'appartient pas et tu veux tuer des gens, même s'ils ne sont pas unis là. Le fait que tu es venu sur le territoire de son voisin là, parce que c'est comme en Afrique, nous on ne choisit pas. Et notre solidarité là, c'est immédiat. Aujourd'hui, certains pays comme la Côte d'Ivoire
comme le Bénin et le Togo, et ce sont eux, et chez le Sénégal qui font la différence. Sinon, normalement, c'est comme ça qu'on doit agir pour que ces Occidentaux et ces Américains puissent nous respecter. Même si on n'a pas de bombe nucléaire même. La manière que quand on attaque un pays et puis l'eau se lève, ce sont des armes qui vont aller contre les armes. Aujourd'hui, la manière que merci à Poutine qu'il a armé ces 3 pays-là, mais ils vont pas entrer chez mettre ces fusils sur l'oreiller pour dormir. Bien sûr qu'ils sont venus au nord du Mali pour faire la merde là-bas. Là. Mais ça, c'est une tricherie qu'ils ont fait. Grâce à certains pays qui font frontière avec le Mali. Et moi, je n'ai pas indexé certaines personnes. Parce qu'il faut qu'on fasse l'union, c'est-à-dire que ceux qui peuvent s'asseoir sur la même table, ceux qui peuvent s'attendre. On ne fait pas l'union dans l'union. Parce que les Africains aujourd'hui, quand on parle de l'Union africaine, regardez, les secrétaires, les présidents ou secrétaires là, est-ce qu'il a ouvert une fois la bouche pour parler de ça? Parce que, faire la confédération de ces 3 pays, mais ils font partie toujours de l'Union africaine. Mais c'est son secrétaire ou quoi? Est-ce qu'il a une fois réagi de ce qui arrive aujourd'hui à ces pays-là? Alors, donc, moi, cette union où il y a les Occidentaux dedans, où il y a les Européens dedans, moi, je n'appelle pas ça une union. Alors, donc, moi, c'est quelque chose que le Burkina est en train de faire, là. Je sais que bientôt, le Niger va rentrer dans la tasse. Et ils vont lire l'heure. Ceux qui sont les terreurs qui sont au nord du Mali, là. Et ils ont commencé à lire l'heure déjà, parce que chacun se cherche. Mais on va garant les 3 pays qui font frontière avec le Mali. Parce que ils peuvent créer les choses, terreau, mais il faut que ces pays-là disent la vérité à ceux qui sont à la frontière, qui partagent les mêmes frontières avec le Mali. Parce qu'il faut que ça s'arrête. Il faut que le théâtre, il faut que l'amusement maintenant, entre nous les Africains, ça s'arrête. Si tu veux être avec moi, tu es avec moi. Si tu veux pas être avec moi, tu plies tes bagages et tu restes dans ton coin. En ce moment-là, quand il y a un problème, directement, moi, je vais traverser ta frontière pour qu'on s'allume. Ça, c'est clair. Comme ça, il y aura respect. Parce que trop de discussions. Voyez-vous, c'est pourquoi moi je dis toujours que les militaires, ils n'ont pas le temps de discuter. Parce que son arme là, s'il n'a pas utilisé, on le tue avec ça. Donc lui, il est prêt toujours à aller, écarter le danger qui le guette. Si c'était nos civils là, ils vont s'asseoir. Qu'est-ce qui s'est passé à la frontière? Ils vont prendre des avions inutiles là pour aller gaspiller l'argent de leurs citoyens. Ça, on n'a plus ce temps-là. Le temps-là a évolué maintenant. Parce que quand certains disent qu'on n'a qu'à appeler les gens de la sous-région, les Africains, pour venir les aider. Ça fait combien d'années maintenant que les gens ils sont dans le désert là-bas avec les taureaux. Si les Africains étaient prêts là, il y a longtemps qu'ils ont effacé ces gens-là. Parce que quand on parle, il faut savoir parler. Hein. On ne parle pas pour parler. Parce que comment vous utilisez vos pages pour appeler, mais parler avec l'intelligence. Je m'arrête là et puis bon week-end à tout le monde. Merci. Merci aussi à vous, Monsieur Zerfel. Merci pour cet appel depuis l'Allemagne. On va prendre un autre appelant pour ce matin. Allô? Je pense que c'est Monsieur Abdoulaziz depuis le Togo. Allô? Oui, allô? Oui. Bonjour, Madame Manila. Bonjour, Monsieur Aïchi. Et bonjour vraiment à tous les panels. Et je salue aussi les techniciens qui sont en train de jouer vraiment un rôle très important pour l'élévation de l'information à travers le monde entier. Et en dehors de ça, je voulais vraiment revenir à l'essentiel du sujet de ce matin. À chaque moment, lorsque nous appelons et nous disons que nous sommes en guerre, j'espère que maintenant, la plupart des dirigeants africains comprennent ce que nous disons. Nous sommes en guerre. Et la 3e guerre mondiale a déjà commencé. Qu'en est-il pour les terroristes qui parlent de l'ingérence
lorsque les forces burkinabèses sont en train de faire un renfort au niveau du Mali. Quel est leur problème dans tout ça là? Si l'Ukraine est en train d'envoyer des forces pour venir attaquer le Mali, en Tanzanie, et nous taisons, parce que ce n'est pas parce que nous sommes des cons. Nous, on est en train de se préparer. Et je demande aux autorités burkinabè, à toutes les autorités de l'AES, à prendre le cas au sérieux. Encore plus de vigilance. À recréer encore des bases au niveau des frontières. Même s'il le faut, à faire vraiment une clôture pour encercler ceux-là. Mettre des barrières. Et même s'il le faut, au niveau des frontières, comme mettre des mines au moins de 100 mètres. Et là, lorsqu'ils vont tomber dans les embuscades, ils sauront vraiment que on ne s'amuse pas. Je demande qu'on fasse vraiment un effort pour recruter encore plus de soldats, plus de VDP. Et je suis sûr que nous allons arriver à un sommet vraiment que nous n'allons jamais espérer. Laissez-moi vous dire une chose, Madame Aléna. Vous savez quoi? Le Premier ministre burkinabé a dit quoi? Que même l'Union africaine et l'ONU ne sont pas partis d'un côté. Si on veut, on peut toutefois les quitter. Et c'est sûr, c'est ce que j'attendais depuis. Qu'on quitte vraiment l'ONU. L'ONU n'est pas faite pour les Africains. Et lorsqu'on est en train de mettre sur place cette organisation que nous appelons l'ONU, est-ce qu'il y avait les Africains là-bas? Non! Et ils prennent des décisions sans prendre en compte les Africains. Donc s'il le faut même qu'on sorte rapidement de tout ça là. Les traités que nous appelons la CPI, tout ça là, c'est pour menacer nos dirigeants. Donc nous devons vraiment faire attention à tout cela. Et mettre aussi une justice africaine. Si un Africain commet des erreurs, surtout, j'interpelle souvent ceux qui se disent les gens de la loi, les magistrats, les juges, les avocats, qui sont là, qui sont en train de manipuler les gens à faire du mal. Je vous assure, j'aimerais qu'on crée une justice pour ces gens de personnes. Lorsqu'ils commettent, après ce vent, qu'on les arrête eux tous, qu'on les juge et que les peines soient appliquées. C'est ce qu'il faut. Mais lorsqu'on les laisse, à un temps donné, ils font de n'importe quoi, et lorsque le régime change, on laisse les mêmes personnes qui sont là, et ils ont encore des postes, ils gagnent de l'argent, et ils sont là encore à nous manipuler. J'espère que si on arrive à faire ça là, je vous assure qu'on aura une justice agréable, une justice plus bon que ceux des Occidentaux. Vraiment, nous devons vraiment prendre des choses au sérieux, parce qu'aujourd'hui ce qui se passe, c'est toute l'Afrique qui sera attaquée. Et ce renfort, vraiment, je félicite vraiment les forces de l'AES, les forces africaines qui sont en train de mener une lutte pour la libération de l'Afrique. Nous les félicitons. Et nous vous félicitons sur les plateaux. À chaque matin que vous vous réveillez, votre rêve est de libérer l'Afrique. C'est pour ça à chaque fois que vous êtes sur le plateau. Et donc nous vous remercions. Soyez bénis. Que votre lutte soit bénie et que vos familles soient bénies. Et donc c'est ma petite contribution pour ce matin. Passez une agréable journée. Merci à vous, Monsieur Abdoulaziz. Merci pour cette force que vous nous donnez malgré, effectivement, malgré toutes les attaques. Merci. C'est vous qui nous donnez la force, effectivement, de continuer ce combat parce que vous nous accompagnez également tous les jours, à chaque heure. On reste au standard et on prend un autre téléspectateur. Allô? Ok, merci. Bonjour à l'équipe de médias. Bonjour à tous les panélistes. Merci pour le bon travail que vous faites. Moi, c'est Maïga Boubacar depuis le Burkina Faso. J'interviens à propos, premièrement, sur la question comment le terrorisme même est vu. C'est-à-dire que les dirigeants africains n'ont rien compris. Ils ne savent pas que c'est un fléau pour toute l'Afrique.
Ça va de l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, même jusque dans tous les recoins de l'Afrique, ça va frapper. Parce que qu'est-ce que c'est que le terrorisme? La définition du terrorisme, c'est l'arme de l'Occident. Dès que le dirigeant africain, le premier à dire que ne me pillez pas, je refuse d'être pillé, je refuse d'être volé, je refuse d'être à vos commandes, il est victime du terrorisme. Donc, si les dirigeants africains avaient l'œil bien ouvert, ils allaient bien comprendre qu'en réalité, le terrorisme, c'est un problème de tout le monde. Donc, laisser les pays de l'AES, le Mali, se débattre seuls, avec l'aide des partenaires, vraiment, c'est honteux. C'est honteux pour toute l'Afrique. C'est indigne de notre culture, c'est indigne de nos mœurs, c'est indigne de nos us. Parce que même quand le voleur ou le délinquant rentre dans la cour de ton voisin et que tout le monde crie au voleur, tu es obligé de prendre ton bâton ou ta machette pour courir voir qu'est-ce qui se passe. Il ne faut pas qu'il y ait des gaffes. Donc, voyez, si vous comprenez, si l'Afrique pouvait comprendre les choses comme ça, ça va aller. Je vais aller sur le deuxième point. La lutte contre le terrorisme. Comment maintenant faire face au terrorisme? La seule façon de faire face au terrorisme, c'est de l'ultramilitarisme d'abord. Qu'est-ce qu'on entend par ultramilitarisme? C'est-à-dire que même à l'université, chaque vacances, les étudiants doivent passer par la phase militaire. Par promotion. Les écoles de formation professionnelle, les jeunes doivent passer par la phase militaire. Les fonctionnaires, avant d'intégrer la fonction publique, passent par la phase militaire. Les jeunes du village passent par la phase militaire, où ils ont une instruction civique appuyée de la formation militaire pour comprendre le patriotisme et ses enjeux. Il faut que tout l'AES adopte cette stratégie-là. En matière de partenariat, il faut opter pour des partenaires sûrs et certains, des partenaires incapables de nous trahir. Nous avons vu comment les accords d'Alger se sont soldés. C'est une conséquence des accords d'Alger que nous vivons actuellement. Si les accords, c'est parce que les accords d'Alger ont été truffés de faux articles, de faux trucs contre l'AES. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Ils les laissent rentrer, aller pour nous décimer, par surprise et par lâcheté. Bon, le troisième point sur lequel je veux intervenir, il n'y a pas de lutte contre le terrorisme sans notre monnaie. Parce que l'argent donné aux gens, c'est du CFA. Si on avait notre propre monnaie, tu ne peux pas avoir de l'argent comme ça, 50 millions, 60 millions de travers toi et tu recrutes. Parce que tu vas donner l'origine de cet argent. Ça passe forcément par la monnaie. Et le quatrième point encore sur lequel je vais parler, c'est la question des multinationales. Parce que les États n'ont aucun ennemi, ce n'est pas les multinationales. Et pour faire face, la seule façon de faire face aux multinationales, il faut nationaliser. Les États africains ne doivent pas hésiter à nationaliser. Il faut nationaliser nos biens. Nos biens, nos ressources, là, il faut les nationaliser au moins à 50%. Même si on n'a pas d'argent, qu'on puisse être partenaire à 50% ou à 60% pour que l'autre partenaire soit en position de faiblesse. Parce qu'en réalité, le monde nous a prouvé que les multinationales, à elles seules, elles déstabilisent les États. Je dis encore merci à l'équipe de For You Media, merci aux panélistes, vraiment, vive For You Media pour nous tous.